Yo, ce sera le seul mot de mon intro. Mais plus sérieusement, bonjour à toutes et à tous, fans de Fairy Tail. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 810, nommé Plaisir et douleur. Et oui, les amis, ce dimanche, on a eu plutôt le droit à un épisode plutôt caliente. Je sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt satisfait de cet épisode. Il y a eu beaucoup de rebondissements, et ça, on va le voir durant toute la durée de cette vidéo. En effet, on commence assez fort les amis, puisqu'Erza va nous replonger directement dans des petits flashbacks, après avoir demandé par le biais de la voix du maître qui résonnera dans sa voix, faisant écarquiller les yeux de Grey et Natsu, et les replongeant donc dans un petit flashback et de se souvenir des moments, des bons moments partagés tous ensemble à la guilde. Et c'est donc ainsi, après avoir ouvert les yeux à Grey et Natsu, qu'Erza va les prendre dans ses bras. Et donc conclure cette séquence à l'unisson avec la voix du maître, avec ce petit « Moi, je vous aime ». Ensuite, Grey tombera genou au sol après avoir entendu la voix de Jubia. On le voit par ses yeux, c'est vrai, il la pensait morte, après le sort qu'elle avait lancé pour pouvoir le garder en vie. Elle lui avait dit notamment que cela le maintiendrait en vie, car on connaît la faculté de Jubia à pouvoir transformer son corps en eau. Et c'est vrai que pour Grey, les phrases chocs s'enchaînent après avoir entendu la voix du maître à travers la voix d'Erza, oui. Mais ensuite, avec l'appel de Jubia, c'est vrai que c'en est trop pour Grey qui tombera à genoux à terre, puis sera couché et rattrapé par Jubia qui, elle aussi, s'effondrera à son tour. Mais ensuite, ce sera pareil pour Natsu qui a aussi livré un gros combat contre Grey, assez intense. Et lui aussi, comme pour la voix du maître qui a résonné à travers la voix d'Erza, c'était déjà la première phrase choc qui fut cesser le combat. Et ensuite c'est Lucy qui viendra juste derrière Natsu le réconforter. Il s'en rendra compte et s'écroulera lui aussi à son tour. Malheureusement peut-être que le plus dur sera à venir pour ces deux-là quand ils apprendront que le maître au péril de sa vie s'est sacrifié pour sa guilde. Ensuite nous avons une transition sur un plan en champ de ruines avec deux membres des Oration Seis complètement KO éclatés au sol, un Cobra en difficulté. On verra aussi un Jelal en difficulté qui se demande d'où tient Auguste une telle puissance, et un Midnight aussi encore debout mais qui peine à voir le jour. Ouais, Midnight voit pas le jour, non. On peut voir aussi que Midnight et les autres membres des Oration Seis ont l'air tous choqués de la puissance démentielle du mage des Spriggan 12, Auguste. On voit aussi un Jelal désemparé, un Racer, un Cobra qui s'acharne, mais en vain. Auguste n'aura même quasiment jamais bougé de sa position initiale. Pour rappeler aussi sa vraie nature de magie, c'est qu'il connaît quasiment toutes les magies connues dans ce monde. C'est pour ça que toutes ses attaques sont inefficaces, et ça, c'est pas du tout surprenant. On peut voir qu'ils vont se faire encore une fois ridiculiser avec un nouvel assaut qui ne servira à rien, tout est inefficace pour l'instant contre Auguste. Il va falloir trouver la parade assez rapidement pour ne pas connaître un désastre. On le remarque clairement à l'image d'un Jelal qui commence à douter de plus en plus et qui se pose de plus en plus de questions. Et nous nous retrouvons à nouveau avec les mages principaux de Fairy Tail, du moins une partie d'entre eux. À rappeler que Natsu, Jubia et Natsu sont KO, ils sont complètement off. On remarquera que Erza, qui marchait en tête, va déclarer qu'il va falloir se coucher car un danger est imminent. Une personne va venir s'interposer, et quelle personne? C'est Irene. C'est vrai que j'attendais quand même, je ne sais pas vous, cette confrontation entre Irene et Erza, d'en savoir un peu plus sur ce qui lie ces deux personnages. Et Irene viendra d'un air assez sombre dire qu'Erza est elle, et qu'elle est Erza, et ça nous laisse plein de hype pour le prochain épisode. À rappeler qu'Erza, elle, ne sait pas du tout qui est Irene, mais Irene sait très bien qui est Erza. C'est pour ça que j'attends beaucoup du prochain épisode pour un peu plus de révélations à ce niveau-là. Et avec cette petite transition, on se retrouve avec Rogue et Minerva, eux aussi à bout de force, et Rogue l'avouera encore une fois après qu'ils ont dangereusement épuisé leur force après avoir combattu Bloodman et Nineheart qui avaient repris une forme de vie, on va dire, grâce à Nineheart. Souvenez-vous qu'il a la capacité de pouvoir faire revenir les morts et de pouvoir les refaire combattre contre leurs anciens ennemis.
Et c'est maintenant les amis que l'épisode va prendre un sacré tournant puisqu'on va rester quand même pas mal de temps sur une grosse séquence où on va voir l'arrivée de l'Arcade Dragnir alors qu'on était avec Yukino et Angel, ou Solano, vous l'appelez comme vous voulez. Et ces deux filles seront confrontées à l'arcade qui fait son apparition comme un dieu, diront Lecter et Frosh. On l'a vu, hein, les 12 sont obligés de riposter à présent puisque certains d'entre eux sont défaits. Et à l'image d'Irene qui commence à riposter avec certains membres de Fairy Tail, ce sont les Sabertooth qui sont maintenant attaqués par l'arcade. En effet, attaquer est un bien grand mot puisque cela va atteindre un personnage. Vous verrez vers la fin, ça m'a... J'en peux plus. Je ne sais pas vraiment à quoi sert ce personnage actuellement. J'espère vraiment qu'il va y avoir un rebondissement pour qu'on le voit enfin à l'action. Tout le temps qu'on l'a attendu. Je pense que vous savez déjà de qui je veux parler. Mais revenons aux faits. Rogue, Minerva, beaucoup de civils. Maevy se posera aussi des questions. Cette attaque, ce sort jeté par l'arcade sur l'ensemble de l'arène, je vais vous avouer quelque chose, c'est que le fait que ça atteigne certains personnages pour qui j'avais quand même une certaine estime de badassitude, ça m'a un peu foutu un coup au moral, à l'image de Rogue, et surtout à l'image de Guildart. Mais regardez-moi ce mec! Regardez-le moi, mais c'est pas possible! Oh là là, on avait dit pas toi, Guildart, pas toi. Enfin bref, pour revenir à Mavis, qui se pose des questions, qui s'interroge avant d'être elle-même frappée par cette malédiction, on pourrait presque appeler ça comme ça, lancée par l'arcade. Est-ce que tout le monde est touché? Non, pas tout le monde, certains sont épargnés. Est-ce qu'il n'y a que les enfants qui sont résistants à ce genre de sort? Ce qui est sûr, c'est que la nature de la magie de l'arcade Dragnir est encore à évaluer. Les seules choses que l'on connaisse de ça, c'est les effets qu'elles ont. C'est comme un effet de brûlure. Et ensuite, une étrange sensation de bien-être mélangée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la seule chose qui me rappelle ça dans la vie réelle, c'est le sadomasochisme. Voilà. Pendant ce temps-là, Erza refait confrontation avec Aileen, qui a été touchée par le sort de l'arcade. Et on remarquera que même du côté des 12, ce n'est pas totalement clair le fait que Aileen ne comprenne pas pourquoi Fairy Tail n'est pas visiblement touché par ce sort. Erza, qui a vu Irene en position de faiblesse, demandera à Wendy et aux autres d'emmener Natsu et les Grey et Jubia voir Poliusica pour les soigner. Je lui ai souligné que c'était une belle prise de conscience de la part d'Erza d'agir vite alors qu'on sait que l'adversaire est redoutable. Et puisqu'Auguste et Erin ne doivent pas être les seuls à devoir y se poster, l'arcade en fera de même en attaquant bien sûr Yukino et Solano. En effet, le combat va reprendre, mais avec quelques infos supplémentaires évidemment. On verra notamment que Zélef est touché par ce phénomène et qu'il demandera tout de suite à son fils d'arrêter ce sort qui touche à peu près tout le monde, même les troupes d'Albarès. Étant donné que Yukino et Solano sont touchés et ne peuvent rien, une femme va intervenir et cette femme c'est Kagura, c'est vrai que je l'attendais aussi. Et l'excellente manieuse de sabre va nous lâcher une petite phrase que j'ai pas mal aimée. Cette phrase en effet elle est intéressante puisqu'elle déclarera que l'arcade aime beaucoup trop la lumière et le blanc pour un compagnon du mage noir, Zélef évidemment. Et tout ça n'est pas anodin, je pense qu'on en apprendra bien assez tôt beaucoup plus sur ce personnage qu'est l'arcade Dragnir. Mais ce n'est pas anodin que Kagura est visé juste là-dessus, il est totalement à l'opposé, dans un contraste de couleurs même. Vous voyez que le mage noir est là, on voit comme un dieu vêtu de blanc. La prochaine séquence nous envoie jusqu'à Auguste et Jelal. Auguste qui a l'air de connaître Jelal puisqu'il lui demande comment ça se fait qu'il puisse avoir eu une telle foi en l'empereur Zélef et qu'aujourd'hui il soit mené par la lumière. Et tout ça c'est grâce à Erza qui lui a éclairci évidemment un peu sa vie, on peut dire ça comme ça. On peut dire qu'Erza l'a mené sur le droit chemin. Et Auguste enchaînera assez vite en disant que l'arcade est le fils de Zélef et lui racontera brièvement l'histoire de ce jeune enfant qui n'a reçu aucun amour dans son enfance et a acquis une puissance assez extraordinaire. Cette histoire de noir ou de blanc, de bien et de mal racontée par Jelal à Auguste n'auront pas beaucoup d'importance pour lui, tout ça n'est que trop léger. Mais en revanche, Auguste dira que s'il devait y avoir une forme de bien, ce ne serait sans doute que l'amour. Et comme c'est l'heure des révélations, l'arcade va avouer que
Zelef est bien son père, qu'il s'appelle bien l'Arcade Dragnir, ce qui va faire un choc chez Kagura, chez Yukino, Lecteur et Frosh, puisque Dragnir est le nom de Natsu Dragnir évidemment. Et hâte de voir la tête de Natsu qui apprendra que l'Arcade Dragnir, c'est encore des liens de parenté, mais c'est ni plus ni moins que son neveu. Mais ce qu'on va comprendre à propos de l'Arcade, c'est qu'il semble en tout cas jaloux de Natsu, puisque Zelef accorde tout son temps à chercher Natsu et à savoir comment il compte venir à lui. Il y a plein de questions qui se posent, en tout cas il délaisse l'Arcade Dragnir et ça a l'air de, tout simplement de beaucoup l'énerver. Et l'Arcade va lancer un nouvel assaut contre Kagura qui va trancher net ce rocher pour mener un combat sur la terre ferme. Ici les amis, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec Kagura, c'est qu'elle montre encore une fois qu'elle est un mage d'une autre paire, puisqu'elle va se mordre la langue, elle va trouver très vite la solution contre l'attaque de l'Arcade qui vise à mélanger plaisir et douleur, et elle va, si je puis dire, un peu briser le sort. Mais voilà les amis, la vérité c'est que l'Arcade, Aileen et Auguste, comme l'a dit l'Arcade, sont d'un autre niveau, et qu'ils se sont leurrés et ont pris beaucoup de confiance parce qu'ils ont battu beaucoup de 12, sauf que là, il n'en est pas du tout la même chose, et l'Arcade va en finir, entre guillemets, avec Kagura qu'on retrouvera au sol ensanglanté, alors que Kagura avait sorti sa botte secrète, son coup final que l'Arcade avait stoppé très facilement à 2 doigts. Alors maintenant, comment faire face à l'Arcade Dragnir? Il n'y a qu'une solution d'après Auguste, et cette personne, les amis, ça m'a mis sur le cul. Cette personne, c'est sa mère, et sa mère, sur l'image, c'est Maëvis Vermilion, les amis. Les amis, c'est sur ce clap de fin, sur cette image, que l'épisode et cette review s'achèvent. Si j'avais 2 mots pour résumer cet épisode, ce qui règne, c'est suspense et révélation. Voilà les amis, ce sera le fin mot de cette histoire. Si vous avez aimé ou que vous avez quelque chose à dire, vous savez où ça se passe. Moi, je vous donne rendez-vous à l'épisode 311 pour une prochaine review. Portez-vous bien, ciao.